Chris Downey, architecte visionnaire. Basé à Oakland, à 20 minutes de San Francisco, Chris Downey est l'un des rares architectes non-voyants au monde. Depuis toujours, Chris est amoureux de sa ville de San Francisco. Du fait de la beauté et de l'originalité de son architecture, bien sûr, mais aussi parce que la cité a été pensée pour que l'on s'y sente bien. Chris Downey. San Francisco, je connais cette ville si bien visuellement. Elle a une infrastructure qui fonctionne incroyablement bien. Je me sens à l'aise dans la plupart des endroits à San Francisco. Je peux me promener en sachant exactement où je suis. Les rues sont très piétonnes. C'est une ville confortable et plaisante pour s'y balader. Il y a un bon réseau de transport public. C'est fonctionnel. C'est une ville presque parfaite pour se retrouver aveugle. Parce que l'architecture se vit à travers tous les sens et pas seulement la vue, en 2010, Chris a fondé son entreprise Architecture for the Blind. Hey, good morning, Angie. Elle vise à la création d'environnements plus fonctionnels et agréables pour les personnes déficientes visuelles. Chaque matin, Chris regagne le bureau qu'il loue dans un open space au 11e étage d'un building. En 2008, Chris subit une intervention chirurgicale destinée à lui ôter une tumeur au cerveau. L'opération réussit mais le prive de la vue. Mais pour Chris, pas question d'abandonner ce métier passionnant qu'il exerce depuis 20 ans. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont motivé pour continuer mon métier d'architecte. En fait, je ne savais pas que faire d'autre. J'avais bien pensé à un plan B, c'était d'être guide à vélo. Mais être un architecte sans la vue me paraissait plus plausible. J'avais le sentiment qu'il y avait tellement de choses que je pouvais faire en architecture sans la vue. J'ai voulu explorer cette voie en confiance pour voir ce que ça pouvait donner. Je n'avais pas les réponses, j'avais juste des questions et la curiosité. Et c'est peut-être ça la force motrice, cette curiosité. C'est devenu un projet d'architecture. Comment réinventer sa carrière d'architecte sans la vue? Pas seulement comment on le fait, mais comment on fait quelque chose qui ait vraiment du sens. Au chômage depuis plusieurs mois, Chris est néanmoins conscient que le challenge sera difficile à relever. C'est alors qu'on lui propose de travailler sur un nouveau projet à Sao Paulo, un centre de réhabilitation pour les vétérans aveugles. Ce premier projet a été quelque chose d'extraordinaire. Ce qui était surprenant dans cet inconnu, le fait d'exercer en tant qu'architecte non-voyant, c'est la plus-value incroyable que cela apportait à l'équipe responsable du projet, dans la manière de réfléchir aux personnes pour lesquelles l'immeuble allait être conçu. Ça m'a vraiment permis d'accepter ma cécité, dans le sens où je n'avais pas besoin de contourner mon problème, de trouver des excuses, de me cacher, de faire semblant. Les choses sont ce qu'elles sont, c'est comme ça. C'est très honnête, authentique. Oui, ici c'est le couloir central. Là, il va y avoir de la moquette dans l'espace autour. Chris retrouve Katie Hawkins, architecte. Durant 2 ans, Chris et le cabinet Marc Cavaniero ont collaboré à un projet commandé par la Lighthouse de San Francisco, un organisme qui propose aide et formation aux aveugles et malvoyants. Katie Hawkins. C'est vraiment très agréable de travailler avec Chris. Il est très créatif. Il a amené une vraie richesse au projet. Il nous a encouragés à réfléchir à la manière dont les personnes se déplacent dans l'espace, en se fiant non pas au visuel, mais à des indices parfois plus subtils, ou alors explicitement non visuels, tels que les sons, ou parfois les lumières, pour ceux qui ont encore un peu de vision. Mon rôle dans ce projet, c'était vraiment de les amener à voir l'architecture sans leurs yeux. Cela ne veut pas dire que l'aspect esthétique du lieu n'a aucune importance. En réalité, ça en a beaucoup.
pour les personnes qui viennent à la Lighthouse et aussi pour celles qui y travaillent. Donc, visuellement, il faut que ça fonctionne bien. Mais le vrai challenge, c'était que les architectes soient capables d'imaginer une architecture de qualité, avec des designs agréables, qui puissent être appréciés non seulement avec les yeux, mais également à travers d'autres sens. Pour pouvoir travailler, Chris a dû trouver des outils adaptés à son handicap. Le premier d'entre eux fut une imprimante en relief. C'est complètement différent de lire un plan par le toucher ou de le lire avec les yeux. Quand on regarde un plan, on voit le plan entier. Et puis on voit les détails qui nous permettent de comprendre l'ensemble. Avec le toucher, c'est l'inverse. On part des détails et on doit se construire une représentation mentale du plan. Alors là, dans le coin, il y a une ouverture sur l'escalier. L'escalier descend de ce côté et puis il monte. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en tant qu'architecte, on veut vraiment pouvoir se projeter dans l'immeuble, dans l'espace que l'on construit. Et j'ai remarqué que quand je lis un plan en le touchant, je suis littéralement au bout de mon doigt. C'est là que je me tiens. Et je m'imagine dans cet espace, et tout ce qui fait cet espace, comment on s'y sent, ce qu'on entend, à quoi ça ressemble. Mais Chris doit pouvoir dessiner sur ses plans pour les modifier. C'est alors qu'il a l'idée d'utiliser des bâtonnets de cire vendus dans des magasins de jouets. On a travaillé avec Chris en échangeant des maquettes tactiles. On lui envoya des documents en format PDF qu'il imprimait sur son imprimante tactile. Il pouvait alors lire le plan, nous dire ce qu'il en pensait et y apporter des modifications. Donc on a pu échanger beaucoup d'idées grâce à ces moyens tactiles. Voici le prototype final pour la rampe d'escalier. C'est étonnant, comme ça s'attrape bien. Un peu plus tard, c'est une imprimante 3D qui servira d'outil à Chris pour modeler un prototype de rampe destiné à l'escalier de la Lighthouse et dont le résultat est une réussite. Cet escalier est devenu le point central de ce projet. Il était important pour moi que ce soit un succès. C'était l'occasion d'avoir cette prise de contact surprenante. Pour moi, c'est comme la poignée de main de l'immeuble. Quand vous saluez quelqu'un, vous lui serrez la main, et là, vous faites pareil avec la rampe. Et nous voulions que ce soit quelque chose de vraiment accueillant. C'est une petite chose insignifiante, mais c'est un détail qui fait toute la différence dans ce lieu. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point c'était réussi et efficace une fois que l'espace a été créé, qu'on a pu le parcourir, l'entendre. Et il y a eu les retours des personnes qui travaillent sur place, leurs ressentis. Certaines décrivaient exactement ce qu'on avait cherché à faire. Dans les locaux de la Lighthouse, le moindre détail a été pensé avec minutie. Un soin tout particulier a été apporté à la pièce maîtresse, le fameux escalier central, fait de bois et de verre, qui offre aux usagers une vue panoramique sur la ville de San Francisco. Nous avons fait de grands efforts pour avoir beaucoup de lumière naturelle sur toute la hauteur de l'escalier. C'est incroyable maintenant de monter ces 3 étages et de sentir le soleil qui vous tape dans le dos, vous caresse le visage ou vous réchauffe le cou. Ça anime la vie, ça anime les saisons, les moments de la journée, l'époque de l'année. C'est une connexion agréable avec l'extérieur. On ne peut peut-être pas voir dehors, mais on peut sentir la chaleur du soleil. Pour les malvoyants, Chris a également travaillé sur le contraste. Ces escaliers sont entièrement en bois. Là, c'est le nez de marche, l'avant de l'escalier. Nous avions besoin qu'il y ait un contraste important pour que les malvoyants puissent distinguer les marches et que l'escalier ne soit pas qu'une grosse masse marron. J'adore l'architecture moderne, mais dans bien des cas, c'est interprété de manière mécanique.
Il y a souvent des angles aigus, définitions qui sont très belles d'apparence, mais qui ne sont pas forcément agréables quand on s'appuie dessus, si on marche dessus ou quand on se cogne. Ce que nous nous efforçons de faire aujourd'hui, dans tous nos projets, c'est vraiment d'anticiper le point de contact des matériaux avec le corps et faire en sorte que cette sensation aille de pair avec la qualité du design. L'acoustique est un facteur clé dans la conception pour les aveugles et les malvoyants. Très vite, Chris a commencé à travailler avec le Sound Lab de San Francisco, un environnement d'écoute virtuelle innovant. Si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas voir les particularités de l'espace. Donc vous apprenez à écouter, à entendre l'espace, le volume d'une pièce. Si vous devez trouver une ouverture, une porte, un passage, une intersection. En fait, on essaie d'entendre ce que normalement on verrait. De la même manière qu'on design pour les yeux, on design pour les oreilles. Grâce à une simulation en 3D, dans ce studio équipé de 25 haut-parleurs, il est possible d'écouter un espace avant même qu'il ne soit construit. Ok Chris, aujourd'hui on va écouter l'espace de réception. Comme on l'a évoqué pendant la simulation, vous allez entendre la sonnerie de l'ascenseur et on vous a simulé, vous, en train de sortir de l'ascenseur. Avec Shane Mirbeck, ingénieur au Sound Lab, Chris a travaillé sur l'acoustique du futur siège social de la Lighthouse. Shane Mirbeck. L'acoustique en architecture, c'est une combinaison de plusieurs choses. La taille et le volume de l'espace, la masse, c'est-à-dire l'épaisseur des murs, l'intensité sonore qui les traverse, et le ressenti final de la pièce va dépendre du revêtement. Certaines matières absorbent le son, elles permettent de le contrôler, de l'assourdir. Certaines le réfléchissent, d'autres matières diffusent le son. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, Chris? Ça sonne comment? C'est assez vivant. Par contre, on n'entend pas très bien ce que dit le réceptionniste. Un exemple de quelque chose qu'on a beaucoup écouté, c'est l'espace de réception. On ne devait pas avoir l'impression d'être dans un hôpital ou dans un cabinet médical, mais dans une communauté. On voulait garder le côté vivant du lieu. L'acoustique devient très importante lorsque vous êtes aveugle. Du fait qu'on ne peut pas voir les expressions du visage, le mouvement des lèvres, on dépend exclusivement de la qualité du son pour pouvoir comprendre. Le revêtement du sol à la Lighthouse a donné lieu à de longs débats, tels que je n'en ai jamais eu dans ma carrière. Dans de nombreux bureaux, il y a de la moquette, mais pour la Lighthouse, on n'a pas fait ce choix parce que ça étouffe le son de la canne. Au final, pour trouver l'équilibre parfait, on est parti sur un sol réfléchissant en ciment poncé, avec un revêtement en bois dur sur les murs et un plafond à 50% de réverbération. Il y a tellement d'informations qu'on reçoit à travers l'acoustique quand on est aveugle. Mais si le son est trop fort, s'il y a trop de réverbération, si c'est trop vivant, on ne peut pas distinguer les différents sons. Ça sature, ça devient du bruit. Beaucoup de bruit avec peu d'informations utiles. L'histoire de Chris, c'est une histoire fascinante. Beethoven est devenu sourd et il a continué à composer. Chris, lui, est devenu aveugle, mais il a continué à être architecte. Après avoir perdu la vue, Chris a dû se réapproprier les espaces intérieurs, mais aussi extérieurs.
Il a alors pu constater que certains lieux se révélaient être de véritables défis, à l'image de la Grande Place, au pied de son bureau à Auckland. La tendance chez les architectes, c'est de penser aux personnes handicapées après que l'espace ait été construit. La problématique avec l'architecture d'un lieu tel que celui-ci, c'est qu'il n'y a pas énormément d'éléments pour vous aider à vous orienter. Les revêtements au sol sont identiques, on ne peut donc pas savoir si on se trouve dans un espace ou dans un autre. Il y a une fontaine, c'est facile de se diriger vers elle. Mais une fois qu'on y est, où est-ce qu'on va? En fait, le seul élément qui peut nous aider à nous orienter nous permet de le trouver, mais pas de le quitter. La place est souvent à l'ombre, donc on ne peut pas vraiment savoir d'où vient le soleil pour s'orienter. Il n'y a pas de voiture autour. On ne peut donc pas se repérer grâce au bruit de la circulation. Il y a des bavardages, des gens assis qui discutent, des tables éparpillées, des chaises, des parasols, des plantes, des escaliers, et toutes sortes de choses qu'on ne peut pas trouver avant de les avoir percutées avec la canne. C'est vraiment un espace déroutant. À ce jour, je n'ai encore pas réussi à m'y faire. Retour à la Lighthouse, où Chris a également travaillé sur la lumière pour aider les malvoyants à s'orienter. Les lumières sont linéaires et elles forment un axe nord-sud. Ceux qui ont un restant de vision peuvent se repérer grâce à cet axe lumineux au-dessus de leur tête. Il y a d'autres espaces qui sont simplement ludiques. À l'aide de lumière artificielle, on peut mélanger les couleurs et jouer avec la lumière pour animer l'espace. Il y a donc des côtés fonctionnels avec la lumière, mais aussi des éléments émotifs et sensibles qui ajoutent à la qualité de l'espace, que l'on soit voyant ou non. Brian Bashin, non-voyant, directeur de la Lighthouse, mesure les bienfaits de la collaboration avec Chris. Je pense que la qualité principale de Chris, c'est de prêter attention aux détails. C'est de penser en profondeur, en dehors de toute convention. Même s'il a passé de nombreuses années en tant qu'architecte voyant, il a une capacité à grandir et à comprendre l'étendue de tous les sens humains et notre capacité à assimiler et à apprécier notre environnement. La plupart des gens pensent savoir à quoi les choses doivent ressembler, quelles sont les couleurs qu'il faut choisir. Oui, c'est important, mais les autres sens sont aussi réellement importants. Quand j'étais voyant, c'était facile de me focaliser uniquement sur le visuel et de ne pas penser au reste. Mais je pense vraiment que ce sont les autres choses qui rendent l'expérience de l'architecture d'autant plus riche. Tous ces autres sens qui sont bien plus immédiats et physiques. En fait, tout cela m'a donné beaucoup d'opportunités. Mais de façon assez surprenante, ça m'a montré la voie pour devenir un meilleur architecte. D'une certaine façon, le job d'un architecte voyant, je connais ça par cœur. En plaisantant, je dis que maintenant, je peux le faire les yeux fermés. Ce qui est plus difficile, c'est de dépasser la vue pour designer avec d'autres sensations. Se projeter dans l'espace, en faire partie intégrante. Pas seulement le regarder, mais véritablement l'habiter, être là, être dedans. L'expérience de la cécité me rend plus présent dans ce moment-là et plus intentionné par rapport à cet espace. Et je pense que, bien que je travaille beaucoup sur des projets pour les déficients visuels, l'esprit derrière cela, c'est de créer une meilleure architecture, un meilleur environnement pour tout le monde, que l'on soit voyant ou non. La plupart des gens qui deviennent aveugles n'ont pas de modèle qui pourrait les inspirer, à qui ils voudraient ressembler.
C'est en cela que Chris est important. Il représente un exemple à suivre dans une communauté dont les membres veulent sentir qu'il est possible de vivre dans ce monde, d'exercer un métier, prendre soin d'une famille, créer de belles choses, être des humains à part entière. Lorsqu'il déambule en ville, Chris se prend parfois à rêver à une ville conçue pour les aveugles. C'est une idée un peu absurde. Mais en faisant cela, je pense vraiment que ça donnerait une ville merveilleuse. L'un de ces endroits où on a envie d'être. Si on concevait une ville pour les aveugles, on ne la concevrait pas autour des voitures, mais ce serait une ville piétonne. Une ville faite pour que les gens y vivent. Pas seulement une ville de transit, conçue pour y passer, la traverser et la quitter, aller du travail à la maison. Dans tous les cas, il s'agit de faire des rues agréables, vivantes. Une ville où il se passe plein de choses, avec toutes sortes d'activités, avec des endroits pour s'asseoir, profiter, être dehors, ensemble. Il s'agit de créer des espaces, que ce soit des parcs, des places, des terrasses, qui sont faits pour que les gens partagent cette expérience de vie en société. Je pense vraiment que c'est cette vie dans les rues qui crée des villes sympas, vibrantes et accueillantes. École, université, hôpitaux, transports publics. Fort de son savoir-faire et de sa vision de l'architecture, Chris travaille aujourd'hui sur toutes sortes de projets. Je suis beaucoup plus satisfait de mon travail aujourd'hui. Chaque projet apporte une vraie valeur, quelque chose d'unique, tel que jamais je n'aurais pu l'imaginer. C'est bien plus que simplement construire un bâtiment, remplir un besoin. C'est se connecter beaucoup plus avec les gens, leur façon de vivre, leur humanité, avec la manière dont ils interagissent avec l'architecture de la ville. C'est bien plus stimulant. Rosa Doney, également architecte, est fière du parcours de son époux. J'ai énormément d'admiration pour Chris. De nombreuses personnes l'admirent d'un point de vue professionnel. Mais sa façon de voir la vie est importante aussi. Une chose qui a été présente chez Chris tout au long de sa vie, c'est qu'il a toujours aimé les challenges. S'il est devenu architecte, c'est parce qu'il aime l'idée de pouvoir solutionner des problèmes. Alors, quand il est devenu aveugle, il a pris ça comme quelque chose qu'il fallait résoudre. En devenant aveugle, ce n'est pas uniquement la vision de Chris sur l'architecture qui a changé. Son regard sur la société et son rapport au handicap s'en sont également trouvés bouleversés. Avant, quand je parlais des personnes handicapées, je raisonnais en disant « eux » et « nous ». Je voyais les différences, mais je ne voyais pas les similitudes. Ce que j'ai commencé à réaliser, c'est qu'en réalité, nous sommes tous tellement semblables. La vie est si fragile et précieuse. Nos capacités vont et viennent. Une façon plus riche de percevoir le handicap dans notre humanité serait de se dire que notre fragilité, c'est ce qui nous unit tous, plutôt que de créer des barrières et des séparations entre nous. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5
/, à vous de voir avec des tirets, /. Auteure-réalisatrice, Christine Stromboni. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme, Thierry Chiebrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.